Oui, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission à Racaille, qui va se consacrer maintenant dans sa partie artistique à l'histoire, à vous présenter, à vous causer de Fodak et Boudin. Boudin est très connu, Fodak est beaucoup moins. Fodak que ma camarade Piquécou a découvert lors de son dernier séjour sur le sillon de Talbert. Ouais, c'est une super découverte. Et qui est revenu complètement enthousiaste, transformé. Je me suis demandé à un moment si elle allait pas repartir pour s'y installer définitivement près de Fodak. Non, c'est assez... C'est bien de s'enthousiasmer à ce point pour des artistes qui, sans cela, resteraient dans la fosse commune de l'art, quoi, de l'oubli, etc. Fodak. Voilà, vous allez donc en apprendre sur lui au cours de cette émission avec ma camarade Piquécou, qui va tout de suite commencer par un extrait sur la récolte du goémon sur les côtes de Bretagne. Ouais, alors Fodak, effectivement, a beaucoup séjourné, je raconterai ça un peu plus tard, mais dans cette partie vers la pointe de l'Arc-Ouest, île de Bréal, sillon de Talbert, et donc a beaucoup peint et témoigné des goémoniers. Donc pour illustrer ça, j'ai trouvé un texte qui date de 1901 ou 1903, qui était écrit par Yves Berthoud. Yves Berthoud, c'était le barde de Pleubian, qui est la commune qui est la plus proche du sillon de Talbert, et donc qui s'appelle la récolte du goémon sur les côtes de Bretagne. Les touristes qui visitent les côtes bretonnes pendant les 4 beaux mois de l'année n'en voient que l'aspect pittoresque et riant. C'est maintenant durant les 5 rudes mois d'hiver qu'il faudrait parcourir cette curieuse province et son littoral en particulier. C'est la tumultueuse et cruelle saison de l'anxiété et des larmes. Le paysan et le marin luttent éperdument contre les éléments en révolte, leur disputant le pain quotidien d'une famille nombreuse. C'est la saison des semailles et du fumage. L'étranger s'est-il jamais demandé quelle partie l'on pouvait bien tirer de cette longue et gluante végétation poussée sur les rochers qui hérissent la ceinture dorée de l'Armorique? À marée basse, les croupes de ces immenses blocs granitiques leur ont apparu cependant, recouvertes de leurs chevelures brunes, aussi épaisses qu'en juin l'herbe des prés. Combien de fois nos peintres n'ont-ils pas reproduit la fenaison estivale avec faucheurs et faucheuses accablés par la chaleur de l'été? Mais lequel a-t-il jamais songé à nous montrer les faucheurs de l'océan? Voici pourtant février, ses tempêtes, ses frimas, ses neiges, ses glaces. C'est le mois où le goémon est mûr pour la récolte. Qu'importe la grêle, la gelée, les ouragans, il faut descendre vers la grève embrumée et, faucille en main, résolument suivre la mer qui se retire. C'est que le goémon, considéré par les paysans bretons comme un précieux engrais. Ainsi, la surveillance la plus farouche est-elle exercée toute l'année pour en empêcher la coupe prématurée. Des règlements interdisent formellement aux habitants des autres communes non seulement de récolter pour leur usage personnel, mais encore de s'employer au compte d'un habitant de la commune riveraine. C'est d'ailleurs un spectacle assez curieux que celui de ce processionnel et quotidien charroi qui ne s'interrompt plus depuis le commencement de décembre jusqu'à la fin de mars. Partis aux premières heures après minuit, de grosses clochettes carillonnant en tête de l'attelage, ayant parfois parcouru jusqu'à 16 kilomètres aux premières lueurs du jour, les équipages apparaissent sur la grève. Dans une auberge, désignée par l'habitude à quelque distance de la mer, les charretiers ont déposé en passant une ample provision de lard qui servira à la confection d'une soupe collective, et c'est là qu'au retour seront calés à la file les charretés de goémon, pendant que les hommes et chevaux prendront leur repas. Et c'est à la nuit close que les attelages pesants par les mauvais chemins de traverse rejoindront les fermes éloignées de l'intérieur des terres. Après la coupe du goémon de rive, les rochers sont à nu. Mais il ne faut pas s'attarder à gratter les rochers. La mer se retire encore, il faut profiter de la bonne aubaine. Cependant, la grève est couverte de lacs, sillonnés de rivières salées, parfois très profondes. Il faut néanmoins avancer. On s'enfonce dans l'eau glaciale jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Le vent glacial colle sur la peau des vêtements trempés. Les embruns fouettent les faces, piquant dans la chair des milliers d'aiguilles. Mais les courageux ne mollissent point. Une gaieté plus ou moins sincère règne même dans tous les groupes. Cependant, voici plusieurs heures que l'on peine. On interroge la basse mer
et tout d'un coup retentit le cri « La mer arrive !» et l'on refait en arrière le même chemin que tout à l'heure, s'obstinant là où l'on a déjà passé, mais bientôt chassé de toutes les positions par la marée qui n'attend pas, craignant que dans sa perfidie elle ne vous contourne de loin. C'est aussi le moment de se réunir tous auprès du mulon et de joindre tous les efforts pour en serrer les liens. Enfin la partie est finie, on abandonne le convoyeur sur le tas et tout le monde rentre mouillé à la ferme. Ah, voilà. Ouais. Et ça, on verra que Fodak illustre complètement tout ce texte par ses croquis, par ses dessins, quoi. Oui, une vie quand même assez rude, comme vous pouvez l'imaginer à l'écoute de ce texte, parce que c'était pas, à ce moment-là, les gens n'étaient pas habillés avec des baskets, c'était des gros sabots, les vêtements, ça pesait 1 tonne, mouillé, ça pesait 2 fois 1 tonne. Enfin, c'était vraiment les charrettes, ça devait être des trucs. Bon, j'ai connu un peu ça, mais c'était moins rustique, mais quand même, c'est des charrois avec des roues en bois cerclés de fer qui devaient peser aussi des bons poids, avec des bourrins. Enfin, c'est sûrement, comment on les appelle, les chevaux bretons, là, ces genres de chevaux très énormes. Oui, ça c'était et la nuit et l'hiver et le froid et tout. C'est vraiment des. Quand on s'est baladé avec Piquet-Cou à Fécamp, etc. On a vu un peu les photos, des costumes, etc. de pêcheurs de cette époque. Je dois dire que il fallait quand même être sacrément puissant, pas de dégringalet pour se trimballer avec tout ça sur le dos, hein, ou au pied, hein, parce que, entre les sabots, les bottes, les cuissardes qui montaient jusqu'à mi-cuisse, quoi, sur les bateaux qui roulaient dans la houle, ça devait être quelque chose de. Et ces goémoniers à terre, c'était pas mieux, hein. Tu montres du doigt l'Angleterre, toi qui es notre bastion, le doigt breton dans la mer, chante-moi quel est ton nom. Je suis sillon de Talbert, fait de sable et goémon, suis sorti d'un noir enfer, un beau soir de déraison. J'ai connu tant de tristesse quand la mer en sa furie fait des marins de l'Arc-Ouest, des noyés de comédie. Les femmes pleurent sur mon dos, leurs maris perdus en mer, dans un grand vent de tonnerre, quand la mer a le gros dos. Mes cheveux sont goémons, dont les hommes de Bretagne décorent leurs noirs sillons dans les champs de nos campagnes. Et s'il n'est que coquillage qui aime ma compagnie, je sais que sur mes rivages autrefois naquit la vie, vie d'espoir et de rancœur, mêlées au parfum des fleurs, dans cette lande bretonne, au son du tocsin qui sonne. S'en à l'église du village, appelant les vieilles en noir, à prier pour l'équipage qui a disparu ce soir. Mais quand revient la nuit noire, je suis seul au vent d'hiver, enfant de notre terroir, je m'en vais mourir en mer. Toi qui montres du doigt l'Angleterre, toi qui es notre bastion, le doigt breton dans la mer, chante-moi quel est ton nom. Je suis sillon de Talbert.
Le Sillon de Talbert, interprété par Michel Tonnerre. Oui, c'est une musique choisie par la môme du Sillon, comme on l'appelle là-bas, hein, du côté de Pleubian, hein, dans l'Armor. Ouais, le Sillon de Talbert, c'est une grande langue de terre et de galets qui fait 3 km et qui va effectivement dans la mer, qui va vers Bréa aussi, et qui sert, il y a beaucoup de galets, il y a des oiseaux qui nichent, enfin c'est vraiment une particularité géologique intéressante, quoi. Vous avez compris, une grande langue hein, quand même, à 3 km, hein, ça fait rêver les jeunes filles. Bon. Voilà, c'est un endroit assez magique. Quand on le connaît, effectivement, on peut que l'aimer, quoi. Même si la marche est parfois un peu difficile, parce que 3 km, dont plus de la moitié en galets, il faut y arriver, quoi. Et à marée basse, on peut rejoindre donc d'autres îlots où allaient justement les goémoniers à l'époque de Fodac, quoi. Oui, puis j'ai vu sur les photos, parce que moi je connais qu'aux photos, hein, j'ai vu qu'au bout du Sillon, il y a une petite île et avec une construction dessus, c'est assez magique à regarder comme ça. Et sûrement que, bon... Il y a des choses à faire dans ce coin-là, comme a pu en faire ce sacré Fodac. Hein. Ouais, c'est un coin qui reste encore très préservé du tourisme, même s'il y a un ou deux campings, quelques gîtes. Effectivement, il n'y a pas le marchand de glace le soir à 10h. Ça reste très, très calme, très agréable, justement. Oui, vas-y. On a l'impression d'avoir encore la nature réelle, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de plage de sable, c'est que du galet. Au Sillon de Talbert, c'est des galets. Et à côté, il y a la plage de Pourserande, qui n'est pas vraiment une plage de sable. Non, après, il faut aller un petit peu plus loin pour avoir du sable. Puis après, elle est carrément sur Perros-Guirec. Mais ce coin, c'est une presqu'île, en fait, qui est encadrée par 2 rivières. Il y a le Jaudy, justement, qui a peint aussi Fodac. Et puis le Trieux. Donc cette presqu'île, voilà, elle est coincée entre ces 2 rivières. Et le long des rivières, il y a des promenades magnifiques, justement, avec ce courant d'eau qui vit au rythme de la mer. Ouais. Mais le fait qu'il n'y ait pas de plage de sable peut expliquer que le coin est resté à peu près authentique, hein, parce que quand il y a du sable, il y a des pros qui vont se poser dessus vite fait. Hein. Voilà, alors avant de raconter un peu la vie de Louis-Marie Fodac, il y a eu un doc sur France Culture et j'ai un témoignage d'une femme qui a connu la maison de Fodac. Donc voilà, il y a 30 secondes et je voulais vous le faire entendre. Moi, je me rappelle d'un petit bonhomme là qui descendait la route et puis c'est tout, bon, là, comme ça. Je peux pas dire comment était sa figure, ni ça c'est pas possible, ça. Je sais pas. Personne ne savait qui payait premièrement. Et Fodac, dans le quartier, personne n'en parlait, c'est bizarre. J'ai jamais entendu ma mère parler de Fodac, j'ai jamais entendu les voisins parler de Fodac. On disait la maison de Fodac. Si on avait besoin d'aller dans la Londe ou chez Thomas, on disait c'est par chez Fodac. Voilà, témoignage d'une Bretonne. Ouais, Fodac. Et pourtant, Fodac, bon, bref, je vais laisser ma camarade vous en parler parce que c'est spécialiste, attention. Alors ouais, Louis-Marie Fodac, en fait, c'est un nom de peintre inconnu pour la plupart, à part nos auditeurs qui l'ont déjà entendu 15 fois depuis qu'on a commencé l'émission. Et c'est donc un artiste à qui France Culture a consacré une émission en 2016. Il y a eu 4 expositions en Bretagne, dans le Trégor. Donc le Trégor, c'est cette partie bretonne dont on parle là. Et c'est un artiste donc, que j'ai découvert au Sillon de Talbert lors d'une exposition à la Maison du Sillon. Donc une belle découverte, quoi. Une sacrée trouvaille que ce peintre chroniqueur de la vie maritime et rurale, donc qui a croqué, qui a peint ce coin de Bretagne, donc entre Bréa, Tréguier, le Sillon de Talbert, les Ardrieux, l'estuaire du Jaudy, qui a laissé donc un témoignage important sur les embarcations et sur des métiers aujourd'hui disparus. Un ethnologue du littoral qui s'appelle Gris Prigent, donc fouille, lui, depuis une vingtaine d'années dans la vie et l'œuvre de Louis-Marie Fodac, et il interroge et il collecte sur bande audio, il archive les témoignages donc, des derniers travailleurs de la mer. Alors Louis-Marie Fodac, il est né en 1840 à Givet, dans les Ardennes. C'était la ville d'affectation de son père qui était commandant des douanes. Alors fidèle à la tradition familiale, Louis-Marie Fodac intègre l'administration des douanes. Et au fil de ses affectations successives, il se déplace dans plusieurs villes du Nord. Ce sont des villes qui l'inspirent pour ses premiers dessins. Il est attaché à la Bretagne familiale, donc il va être nommé à Cancale, puis ensuite à Les Ardrieux, puis à Tréguier. Donc c'est cette petite ville qui est située au fond de l'estuaire du Jaudy, et donc c'est une des rivières qui cerne cette presqu'île du Sillon à l'ouest. Alors Louis-Marie Fodac a 26 ans, et c'est une affectation qu'il va garder jusqu'à sa retraite, Les Ardrieux.
Certains de ses dessins sont publiés dans des revues, comme l'Illustration, comme le journal qui s'appelle Sur Terre et Mer, qui parle beaucoup d'aventure, de voyage, de pêche aux huîtres. Plus tard, il aura des publications aussi dans le journal qui s'appelle Le Yacht. Et il est engagé auprès de la Société des œuvres de la mer, pour laquelle il illustre des cartes postales et il fait don de ses dessins. C'est ça qui nous a beaucoup plu aussi. À 44 ans, il vit à Ploubal-Lanec. C'est une ville qui est au nord de Paimpol. C'est entre la pointe de l'Arc-Ouest et Paimpol. La pointe de l'Arc-Ouest, c'est là où s'embarquent les bateaux pour Bréa. Et c'est une ville dont tout est originaire son grand-père. Donc lui va se faire construire un atelier attenant à la maison. Et là, c'est là qu'il peut finaliser les croquis qu'il a pris sur le vif quand il se déplace sur la côte pour son travail de douanier. Il est sans arrêt en train d'arpenter les sentiers, quoi. Et il meurt en 1916 à son domicile. Alors Louis-Marie Faudac, c'est un peintre effectivement qui est resté à l'écart des grands destins, des salons, qui est resté à l'écart de l'histoire de l'art. Et on le décrit comme un homme moustachu, à l'allure d'un vieux monsieur sérieux, très bien habillé, qui porte des gros souliers, des guêtres, qui a une canne ferrée, qui est élégant et qui se promène avec son chien, qui a une veste de velours et qui a des boutons sur sa veste de velours en forme de tête de chien, quoi. Alors il aimait beaucoup de déambuler de jour, comme de nuit, et on l'avait même surnommé Gobe-la-Lune. Voilà, il frappait aux portes des habitants et certains d'ailleurs étaient parfois surpris par l'heure un peu tardive et il offrait les dessins aux gens qui lui ouvraient la porte. Voilà. Donc beaucoup de ces dessins témoignent effectivement, quand on voit cette lumière des fois un petit peu orangée, de lever de soleil ou de coucher de soleil. Et lui, il n'hésitait pas, il marchait dans la vase, il savait reproduire en fait avec précision les coques des bateaux, la hauteur de la marée. Donc apparemment, en voyant ces dessins, on pouvait même trouver le coefficient de la marée. Donc il fréquentait beaucoup les gens du peuple, mais il fréquentait aussi les armateurs de tréguier. Il dessinait un peu sur tous les supports. Alors, à l'exposition de la maison de la Presqu'île, on pouvait voir des dessins qui avaient été faits sur du papier des douanes, ou alors il y en avait deux autres sur du papier d'écolier, du papier quadrillé. Il a même dessiné sur du papier cellophane d'une boucherie de Paimpol. Et il utilisait plusieurs médiums. Ça pouvait être de la mine de plomb, ça pouvait être de l'aquarelle, des crayons de couleur, de la gouache, du fusain, du lavis. Alors il a fait peu de peinture à l'huile, il a fait aussi quelques gravures à l'eau forte. Alors il a donc laissé une œuvre quand même qui est passionnante sur le peuple de l'Estran et tous ces métiers de la pêche à pied, sur ses conditions de travail difficiles, donc sur les goémoniers, sur les femmes aussi, sur ces femmes au travail qui partaient à pied vendre le poisson que rapportait leur mari. Il a peint ce qu'il voyait, donc il a peint aussi les naufrages, il a peint l'écume de la mer quand elle frappe les rochers. Il a peint des scènes de régate à Paimpol, il a peint le port de Tréguier, la pêche aux huîtres, en fait toute cette actualité des bords de mer. Alors son œuvre, elle a été disséminée dans plusieurs familles et on retrouve certains de ses dessins qui ont été enfermés dans des greniers. Là, dans le petit documentaire sur France Culture, il y a une femme qui racontait effectivement qu'en fouillant dans un grenier, elle avait retrouvé un dessin de Faudac et un autre monsieur qui arrivait avec un tableau et qui demandait si c'était un vrai Faudac, quoi. Alors aujourd'hui, il est coté. Alors certaines galeries ont racheté ses carnets de croquis. Et en fait, moi, je trouve ça triste, justement, que son œuvre soit accaparée comme ça, lui qui donnait généreusement son travail, quoi. Alors, Guy Prigent, qui est cet ethnologue du littoral, justement, a sollicité le musée de Saint-Brieuc pour éviter que son travail soit trop dispersé. Donc, le musée de Saint-Brieuc a racheté pas mal de son travail. Et c'est Louis-Marie Faudac, en fait, a été découvert 50 ans plus tard par Paul Signac. Paul Signac avait remarqué ses croquis dans la revue Le Yacht. Et voilà, ça l'avait interpellé. Et donc, Faudac a inspiré Signac et il a même été son premier collectionneur, quoi. Alors, il y a eu plusieurs expositions donc en Bretagne. La première, c'était donc quand même en 1992, donc bien longtemps après sa mort, au château de la Roche-Jagu. C'est une exposition qui s'appelait La mer et les jours. Il y a là un premier ouvrage qui lui a été consacré, qui s'appelait Faudac, œuvres marines. En 2004, il y a une exposition à Tréguier. Et puis une à Saint-Brieuc en 2007. Voilà, c'est quand même peu quand on voit le travail de cet homme et tout ce qu'il rapporte dans son dessin. Et en plus, son œuvre, non seulement c'est un témoignage, mais c'est une œuvre qui a du caractère, qui est vivante, qui est très moderne en plus, qui a un dessin très, très léger. On est en immersion tout de suite dans ces métiers, ces bords de mer, quoi. Ouais.
Enfin, disons que la môme du Sillon est en immersion totale. Non, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Là, j'ai une carte postale que la môme a ramenée du Sillon. C'est Sloop Borner avec son mât à chouc au vieux quai de Lézardieu. Ouais. Donc il savait d'abord, il dessinait pas, il inventait pas ce qu'il dessinait, les proportions y sont, tous les détails du gréement, etc., etc. On peut, quand on s'y connaît un petit peu en marine, voilà, on peut tout de suite dire c'est ceci, c'est cela, hein. Comme l'autre carte postale, régate au port clos de l'île de Bréa. Crayon, aquarelle, gouache, pastel. C'est très léger en même temps. Et celle-là, elle fait penser un peu aussi, malgré que ça soit très loin, un peu à Dufy. Je sais pas pourquoi, ouais, pour les couleurs. Hein, je suis complètement d'accord. Ouais. Hein ouais. Alors, si la môme du Sillon est d'accord, c'est que je suis pas loin de la vérité quand même. Hein. Bon, il faut son blanc-seing maintenant pour s'exprimer. Hein. Sur Fodac, c'est une chasse réservée, attention. Non, moi j'étais surpris et heureux de voir que, et on se disait tous les deux qu'il y a quand même, ça ouvre les portes de l'inconnu pour nous, parce que on est toujours à rebâcher sur les mêmes artistes très connus, etc., etc. Mais il y a un nombre invraisemblable, pour une foule de peintres qu'on dit de petits maîtres, voilà, qui sont complètement inconnus, quoi, et qu'on va essayer nous de découvrir de fil en aiguille. Hein. On va débobiner tout ça, parce que de Fodac, on a trouvé d'autres. Enfin, c'est pas moi, parce que moi je suis un peu loin de tout ça, évidemment. Mais Piquécou a trouvé d'autres. Il y a des liens avec d'autres artistes, etc., etc. Ça. Vous voyez, c'est la toile d'araignée, quoi. Voilà, ça s'étend, puis les mouches viennent se coller dans la toile. Et on aura comme ça, ça nous permet de nous assurer qu'on aura encore pour longtemps des émissions où on vous fera découvrir des artistes totalement inconnus, ou presque. Ouais, alors c'est vrai que moi, connaissant ces lieux, je suis peut-être particulièrement sensible à toutes ces représentations et à ce monde passé, quoi. C'est fort possible, quoi. Oui, tout à fait. Et donc là, moi, l'exposition que j'ai vue, elle est malheureusement terminée. Elle se terminait le 30 juillet. Là, c'est dommage. Ouais, je crois qu'elle durait 1 mois et demi. Je sais pas, ils auraient dû continuer sur août, parce que c'était vraiment une très belle exposition. Oui, non, mais ça, si vous voulez, le problème aussi, c'est que nous, on n'a pas non plus une équipe qui puisse sillonner la France, comme au temps des émissions du camarade qui fait maintenant les mutins de Pangée, là, voilà, comment il s'appelle, Mermet, où il avait des jeunes reporters qui sillonnaient la France et qui pouvaient ramener des témoignages. Nous, on est tout seul à sillonner. Ouais. Mais bon, déjà, la Bretagne, on a découvert en Bretagne, grâce à des auditeurs bretons, déjà une école de gravure bretonne extraordinaire. Alors pourquoi pas des peintres comme Fodac, voilà. Il va y en avoir quelques-uns aussi en Bretagne. Enfin, on espère. En tout cas, Piquécou pourra, pendant ses vacances, faire autre chose que de la bronzette. Ouais, de toute façon, il y a aussi un dont on va parler, je pense, dans 15 jours, peut-être, qui s'appelle Géo Fourier, qui était un peintre voyageur. Donc, lui a été en Afrique, mais il était aussi breton. Donc, et comment tu l'as découvert? J'ai découvert dans la librairie de Paimpol, une librairie de livres anciens, un peu spécialisée. Voilà. C'est vrai qu'en allant sur place, c'est plus facile de trouver des perles rares. Et donc sur Fodac, il y a 2 bouquins qui existent sur son travail. Il y a un carnet de croquis, un autre livre. Alors ceux qui sont en Bretagne peuvent les trouver, je pense, à la librairie de Paimpol ou la librairie de Pleubian. Après, on peut toujours les commander en librairie à Publico, par exemple. Oui, bien sûr. Par exemple, avec notre camarade permanent chéri, Laurent, qui se fera un devoir, une joie de vous procurer tout ça. Voilà, et sur notre blog, j'ai mis le lien avec ce documentaire de France Culture, parce qu'il est intéressant. Il y a d'autres interventions en fait de Breton, et puis il y a Guy Prigent qui explique pas mal de choses. Enfin, il complète. Moi, je me suis largement inspirée de ce petit documentaire pour faire mon papier, mais quand on l'entend, c'est quand même encore plus sympa, parce qu'on est carrément sur place, quoi. Oui, et puis si France Culture s'intéresse
cet artiste, à ce peintre. Bon, on peut faire confiance à France Culture pour être là. C'est un label en quelque sorte. Si le jour où personnellement, et moi toute seule, on fera une émission sur moi sur France Culture, quand 20 ans ou 30 ans après ma mort, je serai bien contente. Non, c'est important parce que d'abord, c'est Piquet-Cook qui l'a découvert. Ça, c'est le plus important parce que c'est cette petite équipe là, d'Arracaille qui bouge les ailerons. Et puis comme ça, elle rentabilise ses vacances. C'est quand même quelque chose. Si tout le monde faisait ça en vacances, au lieu d'aller se poser le cul sur du sable et se faire bronzer un coup à droite, un coup à gauche, un coup dessus, un coup dessous, vraiment toutes les infos que vous pourriez ramener de vacances et nous fournir sur la peinture française en province. Quand un bateau entre en carène, comme celui-là que vous voyez là-bas, on sait pas le mal et toute la peine que se donnent ceux qui sont sur les rails. Dans les toupes, en plein goudronnage, vous voyez bien ce tas de marignards, c'est m'aborder mon équipage, c'est tout Calfa. C'est tout Calfa. On trouve partout des ministres, des sénateurs, des députés, des charpentiers, des ébénistes et même des douaniers retraités. On trouve des femmes de ménage, des nourrices et puis des soldats. Mais ce qu'on ne trouve plus, ça c'est dommage, c'est des calfas, c'est des calfas. Je le jure sur la pigouillère que j'avais entendu surger dans le temps, que j'ai vu m'aborder entière, tout le jour en cracher du sang. Mais à présent, sur ma parole, adieu Maillet et Patara, avec toutes leurs sacrées casseroles, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa. Maintenant que la tôle fait le bordage, il n'y a plus moyen de faire ses frais. On a supprimé le calfatage, c'est du propre que leur progrès. Quoi que le fils fasse leur carrière, des ingénieurs, des avocats, faudra brûler la pigouillère. Il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa, il n'y a plus de calfa. Les Calfas par le groupe Les Souillés de Fond-de-Cale. Oui, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Arracaille, une émission consacrée aujourd'hui pour sa partie barbouillasse à Fodac et Boudin. Voyez-vous, avec la môme du sillon, qui nous en apprend de bien bonne, sur la vie culturelle bretonne, et particulièrement la vie culturelle barbouilleuse, voyez-vous. Mais c'est pas du barbouillage, c'est pas des griffonnages, c'est de l'art, du vrai, qui vient du peuple. Et alors moi j'étais complètement de travers quand j'ai su que ce douanier donnait son travail. Il n'a jamais vendu, il donnait. Et ça pour moi c'est le top du top du top. Voyez-vous, beaucoup d'artistes devraient s'en inspirer, je crois, au lieu de négocier leur nanar à des prix inabordables pour le peuple. Et voilà, donner de temps en temps, savoir donner en tout cas, savoir partager en donnant. C'est pas quelque chose de merveilleux pour un artiste, je sais bien qu'il faut bouffer, c'est pas le problème. Qu'on bouffe, oui, qu'on ait besoin d'un peu de maille pour se loger, se vêtir et se nourrir.
mais de temps en temps, se faire une petite saignée, là, donner. Voilà, quand quelqu'un aime votre boulot et qu'il n'a pas la maille pour l'acheter, ben vous donnez. Voilà. Je voudrais pas me donner un exemple, mais ça m'est arrivé de donner des choses, voilà. Quand les gens aimaient et qu'ils ne pouvaient pas payer, manifestement. Voilà. Ça, c'est voilà, on est là dans c'est un peu le même trip que les artistes bruts, qui n'ont aucune notion mercantile et qui travaillent pour le plaisir de travailler, pour le plaisir de peindre, pour le plaisir de dessiner, de sculpter, etc. Et qui peuvent éventuellement même aussi eux-mêmes donner leurs œuvres. En tout cas, il y en a qui se chargent de les monnayer pour eux. Bon, hélas, voilà, Louis-Marie Faudac, retenez ce nom, parce que bon, il commence à sortir des limbes, et c'est peut-être pas fini. Et la môme du Sillon aura eu au moins ce mérite de s'être engagée pour vous le montrer. Hein, c'est pas, non mais c'est risqué quand même, c'est périlleux, hein, parce que j'entends ici les ricanements de quelques artistes contemporains qui sont même pas capables de prendre un crayon et de dessiner un crayon. Voilà, le monde contemporain, on pourra en parler, reparler un jour quand il sera vraiment oublié de tout le monde, parce que c'est sur le chemin de la route là pour l'art contemporain, passer l'arme à gauche. Bon. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Il est quand même midi. Hein. On va parler du camarade Boudin. Ouais, on pensait que ça allait bien. Boudin, justement, il y a quelque chose de similaire dans l'esprit de ces deux hommes. Quand même. Oui, tout à fait. Même oui. s'il a gagné plus d'argent que l'autre, c'est quand même, voilà, quand on voit une photo de Boudin ou quand on voit une photo de Louis-Marie Faudac et dans leur travail, c'était une bonne idée de les rapprocher. Quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce que d'abord, c'est des peintres de la mer. Hein. Boudin, lui, il est né à Honfleur, hein, dans les années 20. Mais je parle de 1820, pas 1920. Hein. Voilà, c'est une famille de marins de commerce, hein, sur la ligne maritime Le Havre-Hambourg. Sa mère, une femme de chambre. C'est les bateaux de commerce. Alors là, on peut pas dire non plus que il sort d'un milieu, un rupin. Non, pas du tout, voilà. Alors Boudin, qui est un des premiers peintres à aller sur le motif, en tout cas au bord de la mer. Voilà, et comme l'a rappelé ma camarade, il n'a pas gagné tout de suite plein de fric. Hein, voilà. Il a d'abord essayé, fait divers métiers. Son père il l'a fait engager comme mousse, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, il a été employé commis chez un imprimeur en vrai, Joseph Morland. Puis chez le papetier encadreur, Alphonse Lemal, voyez-vous, L-E-M-A-S-E-L. Et c'est là, je pense, que a commencé, si vous voulez, parce qu'en étant évidemment encadreur, apprenti encadreur, il a commencé à à fréquenter des œuvres d'art, voilà. Cette activité, ça le branche. Et en 1844, il va créer sa propre petite boutique de papier encadreur. Voilà. Un commerce qui est fréquenté évidemment par des artistes, qu'ils soient peintres, écrivains et musiciens. Voilà. Ce sont donc les arts graphiques qui vont attirer ce jeune homme qui commence d'ailleurs à dessiner. Et le père Millet, lui-même normand, de passage au Havre, l'encourage. Avoir Millet qui vous encourage quand même, hein. Bon, c'est comme si, Picasso était passé près de chez moi quand j'étais minot, qui m'avait encouragé. Hein. Bon, c'était pas le genre à encourager non plus. C'était plutôt le gros égoïste. Hein. Bon. Voilà, puis il y a d'autres artistes qui passent, comme Thomas Couture, hein, de passage dans le coin, grand maître de l'académisme et professeur respecté, qui l'incite à apprendre la peinture. Oui, bon, d'accord. Alors quand Boudin a 22 ans, quand même, hein, il cède sa part du fonds de commerce, parce qu'il avait un associé, pour se consacrer entièrement à quoi je vous le demande, à son art, voilà.
Et pour écouter un peu le professeur respecté Thomas Couture, il s'inscrit à l'école municipale de Dessin du Havre. Et pour vivre, parce qu'il faut bien bouffer quand on n'est pas un héritier, il peint des scènes de genre, des natures mortes et quelques portraits pour la bourgeoisie locale. Ce qui fait que vers les années 1848-50, il se tire en Belgique et aux Pays-Bas. Et alors là, il découvre quoi, je vous le demande, Émile? Les grands maîtres, les grands maîtres flamands et néerlandais. Voilà, ça lui fout un choc, parce que nous, on y allait à Amsterdam, dans la maison de Rembrandt, et ça nous a secoué aussi. Bon, alors c'est un jeune homme, Eugène Boudin, qui a un potentiel qui a été, repéré par des gens influents. Par exemple, le conservateur du musée du Havre, qui est aussi un peintre de marine, et qui intervient en sa faveur auprès du conseil municipal de la ville pour qu'on lui octroie une bourse d'études. C'est pas sympa, ça. Les soutiens de Thomas Couture, du peintre Constantin Troyon, dont vous avez parlé dans cette émission à propos des naturalistes, et de l'écrivain Alphonse Karr, je vous ai demandé peu, permettront l'obtention d'une bourse annuelle de 1200 francs. Et pendant 3 ans. Ça fait pendant 3 ans, ça fait 3600 francs. C'est quand même, à cette époque, c'est pas... Voilà. Alors, Boudin, évidemment, il y a toujours des contreparties dans ces histoires-là, mais on veut bien avoir des contreparties quand on peut assurer son boulot. Il doit faire parvenir chaque année des tableaux de sa main. Bon, on se doute bien que c'est pas les tableaux de la main d'un copain, au musée du Havre. Voilà. Et puis, dans début des années 50, il se tire à Paris et s'inscrit dans l'atelier du peintre Eugène Isabey. Et alors, excusez du peu, Eugène Isabey, c'était quand même un miniaturiste reconnu, voilà. Et puis, il va, comme beaucoup, en tout cas, d'artistes de 19e siècle, quand il monte à Paris, il va au Louvre assez souvent, voilà. Et il s'y inscrit comme copiste, voyez-vous. Donc, il fait des copies des maîtres flamands du Louvre, et il continue aussi à peindre avant des natures mortes afin de compléter son petit pécule. Boudin. Tiens, non, c'est pas la même chose. À partir de 1855, que fait ce petit Boudin? Il voyage beaucoup. Il alterne des séjours à Paris, à Honfleur, où il prend pension à la ferme auberge Saint-Siméon, mais se rend également en Bretagne. Saint-Quay-Portrieux, Douarnenez, Tréboul. Vous voyez, on se balade à cette époque-là, mais on s'aperçoit avec ma camarade Pigiécou que les artistes, pourtant il n'y avait pas des moyens de communication comme maintenant, ils bougeaient tout le temps, ils ne pouvaient pas rester en place. Alors, c'était le Nord, la Hollande, etc. C'était l'Italie, c'était l'Espagne, voilà, ils bougeaient. Ils pouvaient même marcher aussi s'il y avait besoin. Oui, tout à fait. Ça, on avait vu ça avec Turner. Avec Turner, c'était, alors là, oui, génial. Il y a un film sur lui d'ailleurs aussi qui est assez génial pour ça. En tout cas, on voit bien que ces gens-là n'hésitaient pas à marcher. Voilà. Alors, où en étais-je donc? Son travail ne le satisfait pas. Ça, c'est bien. Les artistes qui sont tout de suite satisfaits de leur travail, c'est pas les meilleurs. Et il détruit de nombreuses toiles, mais s'oriente peu à peu vers sa vocation. Sa vocation, ça c'est important à dire, parce que, si vous voulez, on peut aimer dessiner, gratouiller quand on est petit, mais la vocation c'est autre chose, ça vous prend, je veux dire, je vais rester quand même poli, ça vous prend, et quand ça vous prend, ça vous lâche plus, c'est la passion qui vient avec la vocation, et là c'était Monet qui a... Oui, c'est Monet qui a regardé Boudin travailler, et en le regardant travailler, parce que Monet, à l'origine, était un jeune caricaturiste, et il avait 18 ans, et il a vu Boudin travailler, parce que Boudin, il a fait sa connaissance, et Boudin lui a dit, viens avec moi, viens me regarder travailler sur le motif, et là, d'un seul coup, Monet a compris ce que c'était que la peinture, et c'est devenu Monet, voilà. Donc, quand même, Voilà. Alors, la représentation,
Il note dans son journal, en 1855, « Je suis enfin affranchi des plus pressants. J'ai bien encore à subir des tourments de toutes sortes, mais la nécessité qui rend stupide a disparu. » Et là, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur cette phrase, sur ce bout de phrase, « mais la nécessité qui rend stupide a disparu ». Qu'est-ce que c'est la nécessité qui rend stupide pour un artiste, pour un peintre par exemple? Eh bien, c'est de devoir de tirer la langue pour gratter 3 thunes ici, 3 thunes là. Ça prend beaucoup de temps et ça peut rendre complètement con parce que on peut être tenté de faire un travail qui plaît pour gagner de l'argent. Et faire un travail qui plaît, c'est pas si on rentre dans ce système, on est foutu. Voilà. Sa première exposition, c'est en 1857 à Paris. Et la même année, ils vont aux enchères au Havre une 30aine de toiles représentant des paysages locaux. Ouais, ça c'est pas mal, hein, une 30aine de toiles. Voilà. Il rencontre, à ce moment-là, à cette période, il rencontre dans la boutique havraise du papetier Gravier un jeune homme qui expose ses caricatures. Et là, c'est Monet. Hein, c'est ça? Ouais. Je me tourne de ma camarade du sillon, parce que quand même, c'est une experte hein, pour les gens de ce coin-là. Bon, je vous ai raconté ce qui se passait et ce qui s'est passé avec Monet. Hein. Il expose pour la première fois à la fin des années 50 au salon annuel organisé par l'Académie des Beaux-Arts. Il présente une scène de genre bretonne, le Parton de Sainte-Anne-la-Palue, qui attire l'attention de devinez qui. Je vous laisse entendre, Émile, de Charles Baudelaire. Voilà. La même année, il rencontre même Gustave Courbet. Les 2 grands artistes que je viens de citer sont sensibles au paysage marin de Boudin. Courbet, et là, on vous l'apprend, c'est un scoop, hein, séjourne même à Honfleur, que Boudin lui fait découvrir. Et il y peindra plusieurs toiles. Courbet qui peint des toiles grâce à Boudin. Hein, avec Monet aussi, et avec le peintre Jonquind, voilà, précurseur de l'impressionnisme. Le soutien de telles pointures ne peut que réconforter ou conforter l'artiste dans une voie qui ne lui permet de vivre que très pauvrement, car le succès se fait attendre. Et ouais, c'est ça qui rend stupide. Voilà. Au début des années 60, apparaît la mode des bains de mer. L'aristocratie et la haute bourgeoisie parisienne se rendent l'été sur la côte normande. Et là, ça va déclencher beaucoup de choses, en tout cas pour Boudin. Deauville et Trouville deviennent des stations très prisées. Mais il faut voir, bon, enfin bref. Boudin commence alors à réaliser des tableaux de petite dimension. Oui, c'est tout petit. Saisi sur le motif, mais c'est très enlevé, c'est très, très contemporain. Représentant les promenades, les conversations, les activités de ces personnes fortunées. Si le public représenté ne comprend absolument rien à cette peinture, là je suis content. Exquise, mais trop novatrice à son goût, on se doute bien, sous Napoléon III, voilà, la critique remarque aussitôt le jeune peintre et l'applaudit. Alors, c'est très mauvais, non, c'est très bon et très mauvais en même temps, parce que la critique, c'est pas elle qui achète, hein, voilà. Alors, oui, tant et si bien que Boudin se prend à rêver de fortune, ça c'est mauvais. On aime mes petites dames sur la plage et d'aucuns prétendent qu'il y a là un filon d'or à exploiter. Très mauvais, Boudin, de raisonner comme ça. Hein? Il raisonnait pas comme ça, Fodak, Boudin. Certains de ses tableaux sont des œuvres magistrales, comme ce coucher de soleil associant les estivants conversant sur la plage et une étude remarquable de la lumière vespérale, oui. Mais ce qui distingue Boudin de tous les autres peintres de mer, les peintres de marine, ce sont ces ciels. Des ciels qui feront l'admiration des plus grands, et Jean-Baptiste Corot, excusez encore du peu, l'appellera, tenez-vous bien, mais vous vous tenez là, parce qu'il faut vous tenir, hein, le roi des ciels. Et quand c'est Corot qui dit ça, hein, je veux dire que Corot, mais il était gentil aussi, Corot. Bon, on peut dire que... Voilà. Alors, Boudin, il parvient enfin à vivre de son travail. Vous voyez, mais il a mis un certain temps quand même.
La critique le remarque et Zola, lui-même, défenseur de Claude Monet, est élogieux à son égard. Il participe à la première exposition impressionniste en 1874, mais ne se considère pas du tout comme un membre du mouvement. L'aisance financière lui permet de voyager en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie. Il expose régulièrement à Paris. Et en 1886, le grand marchand d'art Durand-Ruel, non c'est pas n'importe qui, organise à New York une exposition destinée à faire connaître les impressionnistes aux États-Unis. Plusieurs toiles de Boudin seront sélectionnées. Et voilà. Ça y est, c'est parti, mon petit gars, mon petit Boudin. Voilà. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, ces tableaux, les Lamaneurs et Couchers de soleil, obtiennent la médaille d'or. Alors là, par contre, il y a toujours un petit revers aux médailles les plus brillantes. C'est le décès de son épouse la même année l'affecte profondément. La dernière décennie de sa vie restera cependant très productive. Il passe les hivers dans le sud de la France et travaille en plein air. En 1895, il visite Venise. En 1898, malade, il demande à être transporté dans sa villa de Deauville où il la glisse le 8 août. Selon ses vœux, il est inhumé au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, où je m'empresserai d'aller quand je me baladerai par là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de son œuvre que la rencontre d'Eugène Boudin et de la peinture est-elle le fruit du hasard ou de la nécessité? Nul ne peut répondre à cette question. Alors pourquoi on se la pose, Mais le jeune papetier de Honfleur était, par sa profession, en contact avec des peintres venant acheter du matériel et même exposer dans son magasin, un peu comme le père Tanguy, quoi. Le magnifique paysage maritime environnant et la profonde évolution de la peinture au milieu du siècle feront le reste. Oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas si simple que ça. La vocation d'Eugène Boudin repose ainsi sur la conjoncture du talent qu'il sentait en lui et du milieu qui le portait vers une des peintures paysagères les plus poétiques de l'histoire. Il commence par vendre quelques portraits et surtout des natures mortes très appréciées à l'époque. Mais le succès viendra des scènes de plage prises dans les stations balnéaires normandes, devenues des royaumes de l'élégance parisienne selon le souhait du duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Pas du beau monde tout ça. Des figures d'estivants chics apparaissent sous un ciel immense à la Jacob van Ruysdael. La plage et la mer n'occupent que le tiers inférieur du tableau. Oui, c'est très très symptomatique du travail de Boudin. Le tout dans une ambiance lumineuse translucide, une ambiance lumineuse translucide. Le style est nettement impressionniste. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, même si l'artiste n'appartient pas au mouvement contestataire de l'époque. Trop discret, trop modeste pour hausser le ton, la personnalité de Boudin se limite, mais en même temps donne à son œuvre une dimension émotive unique. Voilà. Un petit pépère aussi, il y a une photo d'ailleurs, on a dégoté une photo de lui sur le motif, et vous voyez tout de suite, la photo, elle dit tout sur Boudin. Voilà, c'est un petit pépère, voilà, qui fait son boulot. Il est habillé très simplement, avec un bourgeron, je sais pas quoi, une casquette de marin ou de je sais pas, enfin, de piou-piou en tout cas. Il a un chevalet qui en même temps fait tabouret, donc il est très bas, et il peint sur le motif, voilà, tout simplement. C'est là que Monet a eu le déclic et ça a été frappé par la vocation de peintre. Ouais, et on peut voir quand on regarde un peu toute son œuvre qu'il a quand même peint aussi, lui, quelques travailleurs de la mer. Il n'y a pas que les élégantes de Tourville dans son œuvre, quoi. Non, bien sûr, oui, tout à fait. Et que certains tableaux, alors quand on parle de ces ciels, effectivement, les ciels prennent une grande place dans le tableau, et qu'il y a certaines toiles qui sont presque à la limite de l'abstrait. Tout à fait. Oui. Avec un empattement assez fort. Enfin, il y a vraiment quelque chose, quoi. Même si en reproduction, c'est toujours un peu difficile. Mais les Boudins, on arrive à en voir assez facilement. Nous, on en a croisé plusieurs fois dans des expositions. Mais le ciel, si vous voulez, quand il se posait pour peindre, il ne se jetait pas tout de suite sur son sur son format, sur sa toile, pour barbouiller à toute vitesse un ciel. Non, d'abord, il observait le ciel.
les ciels avec parce que c'est le ciel avec des nuages, c'est assez récent. On peut dire que Boudin est un des premiers à avoir fait des ciels nuageux. Parce qu'avant, les ciels, on ne mettait pas de nuages dans les ciels. Si vous voulez, vous voyez, par exemple, les icônes, le ciel, c'était fait avec des feuilles d'or. Mais si vous regardez des peintures de la Renaissance, vous verrez que les ciels sont en général unis. C'est pas des ciels tumultueux avec des nuages. Oui, Courbet en a fait aussi, mais Courbet, c'est un peu après Boudin, je pense. Sinon, c'est en même temps que Boudin. Oui, mais c'est à cette époque-là qu'on a commencé, si vous voulez, à mettre des nuages dans le ciel, à avoir des ciels en mouvement. Et Boudin, d'abord, il regardait bien ce qui se passait là-haut. Et puis, c'est à cette époque-là aussi qu'on a découvert que le ciel, il y avait, parce que c'était les débuts de l'aviation et tout ça, et les avions ont traversé des nuages, donc il y avait personne dans les nuages, parce qu'avant, on croyait que là-haut, il se passait plein de choses, qu'il y avait des dieux, des machins, des trucs. Eh ben non, avec l'invention avec la naissance de l'aviation, ça a un petit peu désacralisé tout ça. Mais il n'empêche que Boudin, en regardant les ciels, en s'en imprégnant, et puis commençait à peindre en essayant de comprendre ce qui se passait là-haut. Et c'est vraiment, quand on regarde ces peintures, on est complètement frappé par l'importance donnée à ces éléments et de la manière dont il les travaillait. Parfois, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Ouais. Tu peux encore raconter un petit peu, parce qu'il faut que je mette ma clé pour avoir peut-être une musique en plus. Oui, non, mais pour vous dire que, si vous voulez, moi, au début, quand j'ai connu l'œuvre de Boudin, j'étais pas du tout aussi enthousiaste, je trouvais. Parce que je dois dire que, non, je le dirai pas, mais oui, c'était quelqu'un qui a été énormément copié, comme toujours d'ailleurs, un peu comme Utrillo, je vous en ai déjà dit 2 mots la dernière fois, parce que c'est des tout petits formats déjà, donc ça va vite pour les copier, et puis si on prend le truc, on arrive à bluffer les gens, voilà. Mais Boudin, c'était bien plus que ça. C'était pas des petites peintures jolies pour faire plaisir à la bourgeoisie, pas du tout. Si on regarde bien, justement avec ces ciels, c'est quelque chose d'absolument bouleversant, quoi. Il y a tout dans ces ciels. Et comme disait ma camarade du Sillon, les ciels de Boudin, ça frise l'abstraction. Elle est un peu comme Turner pour ça. Voilà, c'est 2 artistes qui se sont, si vous voulez, un peu dissous dans le ciel, si on peut dire. Voilà, des jeux de mots un peu limites, mais bon. Ouais, c'est ça. Alors la biographie que tu as racontée, on l'a trouvée sur un blog qui s'appelle Rivage de Bohème. On l'a trouvée bien, cette bio, elle est complète, elle est vivante. Et puis c'est pareil, il y a pas mal de petites vidéos qui ont été faites par le musée du Havre qui sont plutôt pédagogiques. Voilà. Oui, il y en a 5. Il y en a 5. Ça, c'est après, il y a d'autres docs sur YouTube, effectivement, où là, c'est que des images, mais il y a 5 petites parties de 13 minutes qui chacune évoque une partie de l'art de Boudin. De Boudin, oui, tout à fait. Et c'est vraiment pour comprendre Boudin, je crois que c'est important. Voilà. Et puis parce que si vous voulez, le paysage, c'est pas anodin. Un paysage, pas parce que quelqu'un fait un paysage. C'est vrai que c'est avec l'apparition des contemporains, etc. Mais je parle des contemporains depuis Picasso, tous ces gens-là. Le paysage, c'est un petit peu devenu un truc dérisoire, quoi. Voilà, le paysage. Mais non, le paysage. On n'a pas envie de dire des paysages de Van Gogh que c'est dérisoire, des paysages de Courbet que c'est dérisoire. Il y a plein de gens qui ont fait des paysages absolument extraordinaires, dont Boudin, dont les naturalistes, dont Rosa Bonheur, avec le labourage d'Ivernay, par exemple, que vous pouvez voir au musée d'Orsay. Non, je veux dire, le paysage, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Ça, c'est presque... Comment on pourrait dire ça, un paysage, c'est quelque chose... C'est presque... Ce sont des personnages, quoi. Voilà, si vous regardez des Corot, si vous regardez des œuvres de cette nature ou des Millet, il y a quelque chose dans le paysage, qui vous emmène. Vous pouvez rentrer dans un paysage, aller rentrer dans un portrait, non, ou dans une scène de genre, non. Mais un paysage, oui, sans rien, là, une meule de paille, 3 vaches et 2 moutons, vous pouvez rentrer, donc passer de l'autre côté du miroir. C'est très facile. Et essayez, vous verrez que
Enfin, le faites pas, essayez pas au Louvre à Orsay parce que vous serez mal vu, mais essayez quand même. Voilà, le paysage, c'est pas quelque chose, c'est pas des images jolies, bucoliques et tout, c'est bien, bien plus que ça. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues. Et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible quand on ouvre les yeux. C'est la porte du large ouverte à 2 battants, c'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare au devant du soleil, enfermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour. Il faudra découvrir avant la fin du jour. Raconte-moi la mer. Dis-moi ces aubes pâles. Et le bleu et le vert où tombent des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. C'est l'écume et le sable, toujours recommencer, et la vie est semblable au rythme des marées. C'est l'infinie détresse et des choses qui s'en vont. C'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour que l'on cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues. Et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. Jean Ferrat, raconte-moi la mer. Oui, vous êtes toujours, bien entendu, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Araka qui en a fini avec Fodak et Boudin, hélas, et qui va maintenant vous causer dans le poste des expositions. Alors, les expositions.
Alors on va changer un petit peu. On avait envie de remettre de nouvelles expositions. Et puis parce que je suis allée voir Colette cette semaine. Colette, c'est la veuve de Odon, ce peintre dont on avait parlé il y a quelque temps quand on a découvert un peu à retardement son travail. On est toujours un peu à retardement. Un travail magnifique. En fait, l'œuvre d'Odon est exposée à Menton, au Palais de l'Europe, jusqu'au 24 septembre. Ça s'appelle Odon, couleurs et murmures. Et si vous êtes dans le coin, c'est vraiment un travail qu'il faut aller voir. C'est magnifique, quoi. Ça fait penser à des accroche-rêves. C'est tout un travail tressé de papier craft, un travail méticuleux. C'est vraiment une très belle œuvre, quoi. Et nous qui avons eu le privilège de visiter son atelier, nous avons pu voir la somme de travail considérable, mais vraiment considérable, que cet artiste a pu produire. Voilà. Ouais. Et donc chez Colette, en fait, on a repéré des tableaux. Alors on lui a demandé un peu qui c'était. Et en fait, c'est un peintre qui s'appelle Raymond Imbert. Et c'est un peintre qui est décédé maintenant, mais qui était à l'origine avec toute sa famille d'un musée, un musée d'art populaire qui est à Laduz. C'est du côté quelques kilomètres avant Auxerre. Et donc sa femme Jacqueline Imbert, elle est là et organiser cette exposition. Donc Raymond Imbert expose, ça s'appelle Paysage. Il y a des peintures et des dessins et c'est pareil, c'est à 150 km de Paris environ et ça vaut vraiment le déplacement. Donc on espère nous pouvoir contacter Jacqueline Imbert prochainement, aller visiter ce musée d'art populaire à Laduz qui rassemble tout un tas d'outils, qui est un vrai lieu de mémoire populaire justement. Et donc enregistrer Jacqueline Imbert, nous parler un peu de tout ça et du travail de Robert Imbert, quoi. Il y a le musée, musée de Vernon aussi, dont on a parlé. Là, c'est jusqu'au 29 octobre. C'est Blanche Hocher-des-Monet, un regard impressionniste. Il y a toujours l'exposition à Maison Rouge avec Inextricabilia. C'est Antoine de Galbert qui expose des peintres, des artistes bruts, dont Nedjar, dont plein d'œuvres tissées aussi. Il y a Picasso qui est exposé à Landerneau jusqu'au 1er novembre. Il est exposé aussi à Rouen dans 3 lieux différents. On a visité le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, donc c'est pareil, ça vaut le détour. Nogent-sur-Seine, c'est une centaine de kilomètres de Paris, on peut y aller en train, c'est assez facile, on arrive directement au centre-ville. Il y a Odilon Redon qui est exposé au musée des Beaux-Arts de Quimper. Notre graveuse Agnès Dubart qui elle expose à Gravelines avec une autre exposition sur des gravures de musique du XVIe siècle. À Nice, il y a les sculptures de Chagall, des sculptures qui n'ont jamais été montrées au public. À Ornans, il y a des histoires d'ateliers. Ornans, c'est dans l'est de la France, c'est dans le Doubs. À Orsay, il y a les portraits de Cézanne. Donc ne pas y aller un mardi après-midi, par contre, ni un mardi matin, parce que c'est le seul musée qui est ouvert le mardi, donc il y a une foule incroyable. À Giverny, il y a Manguin. Au musée des Beaux-Arts de Troyes, il y a Renoir. Il y a l'ouverture de son atelier aussi à Essois, qui n'est pas très loin de Troyes. À l'Odève, il y a une exposition Impression forte. C'est 100 chefs-d'œuvre de gravure, donc Dürer, Picasso, Degas et plein d'autres encore, quoi. Il y a Édouard Pignon aux Beaux-Arts de Lyon. C'est la mémoire d'Ostende qui représente. Et là, les derniers jours d'exposition au Musée national d'art et d'immigration, Ciao Italia, chez jusqu'au 10 septembre. Et Carrel Apple, ça va être jusqu'au 20 août. Donc Carrel Apple, ça vaut vraiment le déplacement aussi. Tout à fait. Bien, le culturel de la semaine, ma camarade. Alors le culturel de la semaine, moi j'avais envie de parler de 2 livres. J'ai pas encore tout à fait terminé le deuxième. Ça, c'est 2 romans d'Henning Mankell qui s'appellent Les chaussures italiennes et Les bottes suédoises. Alors c'est bien de les lire à la suite parce que les bottes suédoises continue ce qu'on a trouvé dans les chaussures italiennes, mais on peut aussi les lire séparément, il n'y a pas de souci. Et c'est il faut se plonger dans cette ambiance. On est dans un archipel du nord de la Baltique. Voilà, il y a un médecin qui a arrêté de travailler sur une faute professionnelle, qui vit complètement en ermite un peu sur son île avec un rituel de bain d'eau glacée tous les matins. Il casse la glace, il s'immerge dans l'eau glacée et voilà, il passe sa journée avec pour visiteur celui qui apporte le courrier quand il en a.
Et puis sa vie va d'un coup être bouleversée par il va voir une personne arriver en déambulateur sur la glace qui va faire qu'en fait il fera diverses rencontres. Donc ces 2 livres racontent toute cette histoire et c'est très sensible en fait. Mankell, là on n'est pas dans le polar, mais Mankell a quand même cette facilité pour raconter des ambiances et si on accroche à ce personnage, on dévore ces 2 bouquins qui sont sortis en livre de poche. D'accord. Et pour ma pomme, les couleurs de Nold, Émile Nold, c'est un peintre allemand d'entre les 2 guerres, qui lui vivait aussi au bord de la Baltique, mais dans l'extrême nord de l'Allemagne. Il a passé sa vie pratiquement là. Enfin, après, il passait ses hivers à Berlin, mais la majorité du temps, il était donc au bord de la Baltique. Voilà, il a été persécuté par les nazis, bien qu'il ait appartenu à un moment, il a eu sa carte du parti nazi, mais bon, les nazis n'aimaient pas du tout son travail, il était considéré comme un artiste dégénéré et interdit de travailler il y avait la Gestapo qui venait souvent vérifier un petit peu dans son atelier s'il travaillait ou travaillait pas. Il n'avait pas le droit de travailler, d'acheter des couleurs, etc., etc. Mais il travaillait quand même, je vous rassure. Et il a fait des centaines d'aquarelles, de petites aquarelles qu'il appelait des pré-tableaux, magnifiques, voilà. Et il a peint aussi, mais pas pendant la période nazie, mais avant, ce que les nazis considéraient comme de l'art dégénéré, une Passion du Christ extraordinaire. Voilà. Il est mort à 91 ans, un vieux bonhomme. Voilà, il a une histoire d'amour fabuleuse avec sa femme, Ada, voilà, qui est morte un peu avant lui. Ils ont vécu vraiment une misère atroce pendant les premiers temps de leur vie, de leur jeune vie. Tous les 2, ils ont été tous les 2 tubards d'ailleurs, voilà, pour dire que c'était vraiment la dèche. Heureusement, les paysans leur donnaient un peu de nourriture dans le petit coin où ils vivaient. Voilà, mais ça a été vraiment très, 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 très dur, parce qu'il était rejeté de tous les les groupements artistiques qu'il y avait à cette époque-là en Allemagne, voilà, parce que sa peinture convenait pas vraiment. Elle était loin d'être une peinture, comment dirais-je, aimable. Voilà. Ouais, mais je pense qu'on va lui reconsacrer une émission Ouais. à Émile Nold, ça vaut le coup. T'as le DVD, t'as un bouquin. Par Ouais. contre, apparemment, le DVD est plus disponible, donc c'est un bien précieux que tu as. Ouais, ouais. Un collector. Sauf des bouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets, le roi et l'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand
quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les champs de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Francesca Solville, La Semaine sanglante.